Bonjour, je vais évoquer avec vous aujourd'hui le problème délicat de l'hyperactivité. Disons que c'est un symptôme qui se répand de plus en plus et il y a aujourd'hui un grand nombre d'enfants et d'adultes qui sont diagnostiqués comme hyperactifs. Alors il faut comprendre exactement quel est le problème de l'hyperactivité. Aujourd'hui, quand on a un enfant, par exemple, hyperactif, qu'est-ce qu'on fait? On va chez un neurologue, une fois qu'il a été détecté, disons, comme hyperactif, on fait le diagnostic et ensuite, en général, on essaye de calmer cette hyperactivité en lui donnant, par exemple, de la Ritaline afin de le calmer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hyperactivité aujourd'hui, il faudrait la replacer dans un cadre véritable, c'est-à-dire pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. En tant que thérapeute, je reçois énormément de parents et d'enfants hyperactifs. En général, je reçois d'ailleurs uniquement les parents puisque je demande souvent aux enfants de ne pas venir, puisque, si vous voulez, le travail se fait au niveau des parents. En effet, il faut comprendre que l'enfant n'est qu'un symptôme de ses parents et de sa famille. Alors, c'est pour ça qu'il faut travailler en amont. Alors, si vous voulez, ce qu'il faudrait comprendre au départ, c'est que l'enfant, par son symptôme, essaye d'exprimer quelque chose de très important, de très profond, qui se passe au niveau familial. Parfois, il faut rechercher donc au niveau des parents et parfois il faut rechercher le traumatisme ou les traumatismes beaucoup plus loin dans la famille. Donc en fait, un enfant qu'on interroge ou à qui on parle, ou un enfant de 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, quand on lui pose des questions, et il ne sait pas du tout répondre parce que justement pour lui, il n'y a pas de sens, si vous voulez, à ces questions qu'on lui pose. Pourquoi est-ce que tu t'agites en classe? Pourquoi est-ce que tu ne tiens pas assis sur ta chaise? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te concentrer? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à étudier, etc. Bon, bien entendu, ce sont des questions auxquelles un enfant est incapable de répondre. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a une recherche à faire qui se situe tout à fait ailleurs. En réalité, l'enfant ou l'adulte, même hyperactif, puisqu'il y a aujourd'hui aussi beaucoup d'adultes qui sont hyperactifs, est le résultat d'une chaîne entière de problèmes. Il y a énormément de causes et de raisons à l'hyperactivité. Il faut comprendre que déjà la société actuelle en général est très stressante. Pardon. La vie en société est extrêmement stressante et le fait que tout va vite aujourd'hui et que tout se passe de façon tout à fait, on va dire, antinaturelle, puisqu'on est stressé, par exemple, on a des moyens de locomotion très rapides, on a des horaires très stressants, on a une vie stressante, on mange des nourritures stressantes, etc. Donc tout ça, si vous voulez, crée un cadre général de stress et donc, contrairement à autrefois où on vivait dans le calme, dans le silence, évidemment il faut prendre aussi en ligne de compte le bruit, qui est absolument infernal, souvent en général partout, dans les villes et même aujourd'hui dans les campagnes. Donc le fait, si vous voulez, de vivre dans ces conditions complètement antinaturelles et stressantes est évidemment un facteur de stress et donc d'agitation, d'énervement et donc d'hyperactivité. Le rythme est infernal, on va dire, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de parents et donc en conséquence pour les enfants. Il m'arrive souvent de recevoir des patients, si vous voulez, qui me parlent de l'hyperactivité de leurs enfants et qui ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes sont dans une agitation épouvantable. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de cette famille, de comprendre déjà pourquoi les parents eux-mêmes sont dans une agitation telle et en conséquence, pourquoi l'enfant, lui aussi, manifeste ce symptôme. Alors, il faut recadrer le problème. Évidemment, comme je l'ai déjà expliqué souvent, l'enfant et l'adulte, et l'homme, la femme, nous ne sommes pas des machines,
Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous ne sommes pas des automobiles, etc. Nous sommes un corps, et à l'intérieur de ce corps, il y a une neshama, donc une âme, un esprit, une spiritualité, etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on traite uniquement le corps, on voit une personne ou un enfant qui s'agite et on veut lui donner de la Ritaline pour qu'il ne s'agite plus, on passe à côté, si vous voulez, du problème, complètement à côté du problème. En tant que thérapeute, on élargit énormément le cadre de cette recherche, de la recherche de la cause de cette hyperactivité. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre déjà, c'est que nous ne sommes pas, effectivement, comme je l'ai déjà expliqué, des individus isolés, mais nous sommes le résultat d'une lignée familiale, nous sommes le résultat, la résultante, plutôt, de générations qui ont vécu énormément de choses, et ils ont vécu peut-être des grands stress, ils ont vécu peut-être des grandes angoisses, ils ont vécu peut-être des drames, ils ont vécu, etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que il ne faut pas envisager l'individu isolé dans son symptôme, mais il faut élargir et essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que l'enfant ou l'adulte vient nous signifier par cette agitation, par ce manque de concentration, puisque l'hyperactivité, vous le savez, c'est non seulement une agitation physique, mais aussi et surtout une impossibilité ou une difficulté très grande à se concentrer. Alors, qu'est-ce que l'enfant ou l'adulte ou la personne hyperactive vient nous dire? Eh bien, je dis toujours que l'hyperactif, c'est un genre de poteau indicateur. Il est en train, grâce à son symptôme, de nous dire quelque chose. Il nous envoie un message. Mais le problème, c'est de comprendre quel est le message que cette personne nous envoie. De quoi s'agit-il? Si vous voulez, si vous êtes perdu, par exemple, dans la montagne, dans la neige ou dans la mer, vous êtes perdu sur un canot, vous êtes tout seul dans la montagne en pleine nuit ou alors à la tombée de la nuit et vous ne savez pas quoi faire, alors peut-être que vous avez sur vous une petite lampe de poche ou peut-être que... Alors vous allez faire des signes désespérés, ouais. Vous allez dire « sauvez-moi, sauvez-moi, au secours, vous voyez. Et si vous êtes, par exemple, perdu dans un petit canot pneumatique au milieu de la mer, vous voyez passer un avion, c'est la même chose. Vous allez faire des signes, vous allez dire « venez à mon secours, sauvez-moi ». Vous allez vous agiter de tous les côtés. Et à ce moment-là, vous allez espérer du secours. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour l'enfant hyperactif ou pour l'adulte. Il est en train de s'agiter et il crie au secours. Si vous voulez, sa façon d'être agité, d'être hyperactif, de ne pas pouvoir tenir en place, de ne pas pouvoir se concentrer, c'est une façon d'appeler à l'aide. Donc, sa façon d'appeler à l'aide, eh bien, c'est de s'agiter, de ne pas pouvoir tenir assis, d'être en train de faire des gestes désordonnés, et demander à quelqu'un, par exemple, qui est perdu dans la montagne, qui attend du secours, de se concentrer sur quelque chose, il ne pourra pas se concentrer, évidemment, puisqu'il est dans sa détresse. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un hyperactif. Il ne pourra pas se concentrer puisqu'il est en détresse. Il appelle au secours. C'est un appel au secours. Donc, si je suis en détresse et que j'appelle au secours, ne me demandez pas maintenant de me concentrer, par exemple, sur un texte, sur des études, etc., parce que je suis en situation de danger. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'hyperactif. Il est dans une situation inconsciente de danger, c'est-à-dire il est dans un surstress, et ce surstress provoque le fait qu'il ne peut pas gérer ses émotions normalement, et donc il est obligé, si vous voulez, d'appeler au secours comme il peut. Alors, une fois qu'on a compris ça, on a déjà compris beaucoup de choses. Donc, il est très important de comprendre pourquoi, si vous voulez, cette personne est dans cette situation de, on va dire, de stress psychologique intense et suraigu. Donc, puisque ce n'est pas par hasard s'il s'agite de cette façon. Alors, simplement lui donner, on va dire, un coup sur la tête, par exemple, pour lui dire « tais-toi », vous voyez,
Imaginez quelqu'un qui est en danger et qui vous fait des signes désespérés et vous lui donnez une bonne piqûre de Ritaline pour qu'il se taise. Eh bien, vous n'aurez pas résolu le problème. Parce que, évidemment, cette personne ne pourra pas être sauvée, elle ne pourra pas être aidée, on ne comprendra pas ces signes de détresse, et donc ça n'aidera pas à grand-chose. Donc le fait de calmer, si vous voulez, la personne artificiellement, grâce à, d'ailleurs, la Ritaline, ce sont des amphétamines, on le sait, c'est une drogue même, bon, il y a un certain temps, les sportifs qui prenaient des amphétamines avaient des lourdes peines de prison et enfin étaient condamnés. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans le monde entier, sous la pression des laboratoires pharmaceutiques, malheureusement, et aussi sous la pression des maîtres d'école et des professeurs, on s'est mis à droguer toute une génération. Alors, on appelle, si vous voulez, la Ritaline la drogue des enfants, hein, et c'est effectivement ça, c'est une drogue pour les enfants. Moi, j'ai étudié des rapports qui viennent des États-Unis et je peux vous dire que ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on a détecté aujourd'hui, on a compris qu'il y a énormément de dangers à cette Ritaline, pour parler de la Ritaline, et il y a eu un grand nombre d'enfants, malheureusement, qui sont décédés suite à la prise de Ritaline. Personnellement, j'ai eu un patient qui a fait une crise de délire aigu après les premières prises de Ritaline et qui a dû être interné en hôpital psychiatrique, un enfant d'une dizaine d'années. Donc, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui est sans danger, c'est quelque chose de très dangereux. Alors, on me dit souvent, oui, mais on voit des enfants, des professeurs disent, oui, mais on voit des enfants qui étaient hyper agités, ils ont pris de la Ritaline, et bien tout d'un coup, ils étaient calmes, et ils pouvaient étudier, ils pouvaient se concentrer. C'est vrai que chacun peut se droguer, et je suis 100% sûre que n'importe quelle personne qui prendrait de la drogue, elle va changer d'état. C'est vrai, je m'occupe souvent il m'arrive d'avoir des patients qui sont des drogués, ou des gens qui se droguent, donc j'ai l'habitude de ces états, si vous voulez, de personnes qui rentrent dans des états seconds suite à la prise de tout ce que vous voulez, de hashish, de cocaïne ou de n'importe quoi d'autre. Donc c'est vrai qu'on rentre dans un état second. Et effectivement, la Ritaline peut provoquer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois un calme apparent. Mais ensuite, il faut réadapter le médicament parce qu'au bout d'un certain moment, il ne marche plus, on va dire, il n'a plus d'effet. Donc on est obligé soit d'augmenter les doses, soit de passer à des choses beaucoup plus dosées, etc. Bon, si vous voulez, mon sujet là, ce n'est pas aujourd'hui la Ritaline, mais l'hyperactivité, donc c'était une parenthèse que j'ai ouverte. En tout cas, pour revenir au début, si vous voulez, j'expliquais que l'enfant ou l'adulte hyperactif n'est pas simplement un cas isolé, mais il faut le considérer dans son environnement. Et donc, si on le considère dans son environnement, il faut comprendre qu'il est une pièce d'un puzzle. Il est simplement une pièce d'un puzzle qui est mal placée, si vous voulez, dans la chaîne familiale, le puzzle de la famille, de sa famille. Et il est en train d'exprimer quelque chose pour crier au secours et pour dire « il se passe quelque chose » ou « il s'est passé quelque chose dans ma famille ». Et moi, je veux vous le dire, je veux vous le signifier, je veux vous le faire comprendre. Et c'est pour ça que je m'agite ainsi pour crier en quelque sorte au secours. Alors à partir du moment où on a compris ça, eh bien on a beaucoup compris. Et à ce moment-là, il faut faire une recherche, c'est toujours ce que je fais avec mes patients, pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'enfant est en train d'exprimer, que personne n'a entendu, que personne n'a vu, que personne n'a compris, que personne ne veut comprendre. Parce que quand on emmène un enfant chez un psychiatre ou chez un neurologue, qu'on lui prescrit de la Ritaline, ça veut dire silence, taisez-vous, on va agir au niveau du corps, on va vous droguer et surtout ne recherchez pas la véritable cause du problème. Donc je dirais que c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas un traitement véritable, c'est simplement assommer, si vous voulez, l'enfant ou l'adulte grâce à un médicament. Et finalement, on le perturbe encore beaucoup plus au lieu de le soigner. Donc, il faut aller chercher au-delà, autour,
comprendre qu'est-ce que la personne veut signifier, comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de dire, comprendre qu'est-ce qu'elle exprime et pourquoi elle exprime. Alors, je pense à un cas justement d'une jeune fille que j'avais, une jeune fille qui est venue 24 ans, elle a été diagnostiquée comme hyperactive, elle était très découragée, on va dire même en dépression même, puisque elle m'a dit « je ne pourrai jamais me marier, je suis hyperactive, j'ai beaucoup de mal dans mes études et donc je n'arrive pas à gérer ma vie à cause de cette hyperactivité ». Alors, on a recherché qu'est-ce qui se passait, si vous voulez. On a élargi donc le problème. Au lieu de se focaliser sur cette personne, on a élargi le problème. Et qu'est-ce qu'on a? On a trouvé, parce que c'est toujours une recherche, hein, c'est comme rechercher des pépites d'or, si vous voulez, dans une mine. Chercher les pépites d'or, essayer de comprendre et de rechercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne exprime. Eh bien, on a retrouvé une histoire familiale très difficile, puisqu'il y avait... par exemple, dans cette histoire, il y avait un grand-père qui était mort à la guerre d'une façon très violente. Il était très jeune et il a été tué à la guerre des 6 jours. Et donc, un traumatisme comme celui-là crée un choc au niveau de la lignée familiale, évidemment. C'est un choc qui perturbe tout l'arbre familial. Et ensuite, la famille a beaucoup de mal à se remettre d'un choc comme celui-là. Surtout quand il s'agit d'une mort injuste, malheureusement, d'une personne jeune, une mort violente, et ça crée une onde de choc, voyez. Et c'est une onde de choc dont on ne peut pas se remettre facilement. Alors, il existe un témoin. Alors, la personne, si vous voulez, la famille essaye de se remettre tant bien que mal. Elle essaye de penser sa blessure. Au bout de quelques années, on fait comme si de rien n'était, ça veut dire on ne va pas en parler tous les jours, on ne va pas exprimer ça tout le temps. Au bout d'un moment, bon, ben, une fois par an, on va au cimetière honorer la personne disparue, on allume des bougies, on fait un kaddish, et puis voilà. Mais en réalité, l'onde de choc, elle est là. Elle est présente, et bien souvent, malheureusement, elle est tellement présente qu'il y a des descendants dans la famille qui prennent sur eux d'indiquer qu'il s'est passé quelque chose dans cette famille, quelque chose de dramatique. Eh bien, cette jeune fille, c'était exactement ce qu'elle était en train de faire. Grâce à son hyperactivité, elle était en train de nous signifier qu'il s'était passé quelque chose de violent, de dramatique, d'angoissant, de triste, un traumatisme épouvantable. Seulement, on l'avait oublié, on n'y pensait plus, et elle était le témoin qu'il s'était passé donc cette chose terrible. Et comment elle pouvait l'exprimer, sinon en faisant des gestes désespérés, des gestes au secours, vous voyez. Elle criait au secours avec son corps, elle ne pouvait pas se concentrer sur ce problème, sur ses problèmes d'études, sur ses études, parce que ce problème avait envahi entièrement son inconscient, sans qu'elle le sache, évidemment, puisque ça passe toujours inaperçu, ça se situe toujours au niveau inconscient. Donc, il s'agissait de faire un travail avec elle. Évidemment, il ne suffit pas de dire à la personne, voilà, il s'est passé quelque chose. Il y a un travail à faire en profondeur avec la personne pour essayer de comprendre quels sont ses ressentis, comment elle se relie à la lignée familiale, quelles sont les choses qu'elle est en train d'exprimer, etc. Ça veut dire que c'est un travail en profondeur, hein. C'est un travail thérapeutique où on exhume, si vous voulez, des émotions enfouies, non seulement chez la personne, mais donc dans l'arbre familial. Et à partir du moment où on accepte de faire ce travail, eh bien, l'agitation n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire l'enfant ou l'adulte qui criait au secours en s'agitant, à partir du moment où vous venez le sauver, oui, ça veut dire s'il y a des guides de haute montagne qui arrivent pour sauver la personne qui est en train de faire des gestes désespérés, elle ne va pas continuer à faire ces gestes, ça n'a plus de sens. À partir du moment où elle voit les guides qui arrivent pour la sauver, qui vont la mettre sur le traîneau, qui vont la descendre, donc elle n'a plus besoin de s'agiter et de pousser des cris et de faire des signes désespérés. Elle peut lâcher le symptôme. Eh bien, c'est exactement la même chose dans l'hyperactivité. La personne qui a compris
qui a fait les liens signifiants avec son problème. Ça peut être toutes sortes de problèmes, là je vous ai donné un exemple, mais ça peut être de nombreux problèmes différents. Parfois ce sont des divorces des parents, parfois, enfin on peut imaginer toutes sortes de cas de figure. Eh bien la personne n'a plus besoin de faire ces gestes désespérés, et à ce moment-là elle peut lâcher le symptôme. Eh bien dans le cas de cette jeune fille, ça a parfaitement fonctionné, puisque nous avons fait en tout 5 séances de thérapie d'1 heure, ou 6 séances, et on a fait un travail aussi d'identification dans la lignée familiale, de comprendre, etc., les jeux de rôle, enfin, bon, disons que c'est un petit peu sophistiqué, et au bout donc de 5 ou 6 séances, cette jeune fille allait beaucoup mieux. Elle m'a dit, voilà, ben, je me sens beaucoup mieux, je peux étudier, elle s'est assise tranquillement, elle se sentait soulagée. Et au bout de quelques mois, elle m'a appelé pour m'inviter à son mariage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on soulage la personne de son drame intérieur, eh bien, elle se sent donc beaucoup mieux et l'hyperactivité, le symptôme, disparaît. Donc vous voyez qu'on est loin de la piqûre, enfin plutôt du cachet de Ritaline. Ce n'est pas une piqûre, mais je le vois toujours sous forme de piqûre, quelque chose de violent et qu'on inflige, une douleur quelque part de cette drogue qu'on inflige à des pauvres enfants que j'appellerais innocents. Ils n'ont rien fait, ils ne font que transmettre un message, et c'est vraiment dommage qu'on les assomme avec des drogues, alors qu'il suffirait simplement de faire un travail sur la famille. Je pense aussi à une famille que j'ai reçue il y a un certain temps, et eux, ils avaient 3 enfants hyperactifs dans la même famille, et un 4e, ça veut dire qu'ils avaient 3 enfants traités à la Ritaline, et un 4e qui était aussi hyperactif, auquel ils hésitaient à mettre sous Ritaline. Et donc, ils sont venus me voir et on a fait un travail très en profondeur. Alors, parfois, vous rencontrez des gens aussi sceptiques, parce qu'ils ne comprennent pas le rapport qu'il aurait pu y avoir entre un choc violent et le fait qu'un enfant s'agite. Vous voyez, ils ont du mal à comprendre ce rapport. Donc, il faut partir de zéro et tout expliquer de façon à ce que la famille comprenne qu'il y a un travail psychologique et en profondeur, qu'il y a un travail thérapeutique, qu'il faut guérir, si vous voulez, le choc, la violence du choc, pour arriver à soulager cette hyperactivité. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Il y a encore énormément de choses à dire, mais peut-être on les réservera pour la prochaine émission.